Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur ITS Info Tour and Sport by Cité Radio. Nous sommes le lundi 19 avril et vous êtes bien évidemment, comme tous les lundis soirs, dans l'émission Le Grand Débrief. Avec moi, comme tous les lundis, des chroniqueurs. Ce soir, une équipe particulièrement costaud, puisque nous sommes que trois, mais les trois meilleurs. Nous avons fait un petit peu de, comment on peut dire, de nettoyage. Donc, nous avons préféré être performants. Donc, avec nous, Basile Martin. Salut, Basile. Bonjour, bonsoir à tous. Notre adolescent. Salut, Florentin. Bonsoir à tous. Guillaume à la technique, comme d'habitude. Et moi-même, tiens, pour une fois, je vais parler de moi, derrière le micro, on va dire principal, ou en tant qu'animateur, on va dire ça comme ça. Alors ce soir, exceptionnellement… Pardon, Basile ? J'ai dit, tu parles tout le temps de toi, de toute façon. Oui, c'est vrai. Ce soir, exceptionnellement, pas d'invité. Il faut dire que il n'y avait pas trop d'actualité à se mettre sous la dent ce week-end. Et puis, c'est arrivé au fur et à mesure. On s'est rendu compte qu'il y avait des choses, finalement, qu'on ne traite pas toujours et puis qui vont aboutir. Donc, tant mieux, voilà. Nous sommes partis sur une base de 45 minutes. Mais si on se sent bien avec vous, peut-être qu'on fera 1 heure, quoi. Donc, tout ça, on verra en fonction de comment les discussions avancent. Nous allons commencer par le hockey sur glace. Alors, Basile, tu étais encore une fois dans les gradins. Ouais. Les Remparts recevaient les Dracards de Caen, c'était ce week-end. Avant, il y avait Brest. Avant, il y avait Brest, oui. Ouais. Ah bon, ouais. Alors, ouais, tu as raison. Ouais, effectivement, des sujets, on va en trouver. Hein. Alors, Basile, vas-y, parle-nous de Brest d'abord. Bah, on est plusieurs à pouvoir en parler parce qu'on est plusieurs à avoir suivi le match. C'est vrai que ce match de Brest, c'est une satisfaction à plus d'un égard. La première partie, c'est que Jiří Blazek avait été mis au repos, en quelque sorte. Et c'était Fontaine qui gardait les buts tourangeaux. C'est de mémoire sa première victoire dans les buts tourangeaux. Donc c'est vraiment bien parce que ça récompense aussi le travail du deuxième gardien qu'on voit assez peu finalement au hockey. Et je tenais quand même à faire un petit focus sur ce gardien parce que c'est vrai que c'est un joueur de devoir, comme on peut le dire. Donc très, très bonne partie pour lui. Et puis une victoire à Brest. Vas-y, Florentin. Avec 92% de tirs arrêtés. Ouais. Et franchement, une belle partie d'ensemble, plutôt un match solide. C'est rarement simple d'aller en déplacement comme ça, d'aller sur la route, comme disent beaucoup de pratiquants du hockey. Pas simple, parce que bien évidemment, on connaît le contexte à Brest, et puis en plus de ça, Brest, c'est quand même assez lointain. C'est pas aux professionnels de géographie florentin que je vais l'apprendre. Et puis, en plus de ça, c'est vrai que les Tourangeaux étaient dans une obligation de résultat. Donc, non, c'est vraiment un super match. Et le fait d'avoir gagné là-bas, ça augurait de bonnes choses, on va dire, pour samedi. Après, il y a eu 5-1 pour les Remparts quand même. Et sur les 5 buts inscrits par les Remparts, il y en a 3 en supériorité numérique. Il faut dire quand même que les pénalités brestoises nous ont un peu aidés. Ouais, ils nous ont un peu aidés, mais c'était quand même pas si souvent où les Tourangeaux arrivaient à capitaliser en fait sur les erreurs adverses. Bien souvent, on a vu des Tourangeaux peu inspirés en power play, en situation de supériorité numérique. On a vu des Tourangeaux qui parfois peinaient à s'installer, peinaient à trouver des situations de shoot avec par exemple des passes dans la boîte où le joueur est face au gardien, entouré par les autres défenseurs. Donc il y avait des situations qui parfois peinaient à se mettre en place. Là, en tout cas, ils ont réussi à trouver la faille. Tu l'as dit, Florentin, à 3 reprises contre les Brestois. Donc c'est plutôt, c'était plutôt en tout cas de bon augure. Ouais.
Ouais, et puis les supériorités numériques, ça veut dire que quand il y a des joueurs qui sont, comme on dit, hockey sur glace, en prison, ça veut dire que c'est le jeu qui les a envoyés en prison parce qu'ils ont fait des fautes. Et donc, ça veut dire que les remparts ont fait ce qu'il fallait pour provoquer ces fautes. Bon, même si des fois, ça peut être aussi des fautes d'énervement ou des choses comme ça, mais ça fait partie du hockey sur glace. C'est un critère important pour, comment dire, pour se mettre en situation offensive intéressante. Oui, clairement. Et puis, en plus de ça, c'est vrai que, bon, on en parlera sur le match de samedi, mais ils ont parfois un petit peu le tort, entre guillemets, de ne pas capitaliser justement sur ces situations où l'adversaire est en sous-nombre, où l'adversaire a été sanctionné par l'arbitre et où il y a nécessité d'avoir une double sanction, c'est-à-dire et la prison en termes de minutes et en termes de temps en moins sur la glace, mais aussi la sanction numérique au tableau d'affichage. Alors ça, c'est donc 5-1. Ouais. À ce moment-là, on se disait il reste 2 matchs, 2 victoires et on pouvait espérer le play-off. Ouais, et après, il y avait Entre-temps, aussi, ouais, il vas-y, y vas-y. avait, ouais, il y avait aussi la situation des autres équipes qui était à en prendre en compte aussi. Il y avait Neuilly qui était dans les starts pour arriver à accéder donc à cette place de play-offable. Donc Neuilly avait Play-offable, aussi. joli verbe. Ouais, bah, on fait des néologismes. On fait des néologismes, on peut se permettre. Mais disons que il y avait Neuilly donc qui était potentiellement dans les playoffs aussi, qui a réussi à obtenir son ticket parce que Neuilly avait encore son destin entre les mains. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage pour les remparts, mais bon, ma foi, c'est le jeu, c'est comme ça. Et de mémoire, je crois que avant même que le match des remparts commence, on savait que Neuilly donc était en play-off. Non, parce que Neuilly, nous, face à Brest, on avait commencé le mardi soir à 18h et Neuilly jouait face à Dunkerque pour la place en Final Four à 17h. Oui, pardon. Non, mais quand je dis ça, c'est le match de samedi. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, j'étais Alors, parti du match de Brest. on va clôturer le match du milieu de semaine. Avant que Basile, avant que tous les deux vous nous évoquiez le match de Caen, je voulais revenir sur notre émission de lundi dernier où je ne sais plus trop qui avait annoncé que par rapport au départ du coach, Monsieur Guimard, il a été dit que oui, la vie en Touraine pour le couple Guimard n'était pas si agréable, que la montagne manquait. Nous avons eu un message de la part de Madame Guimard qui a bien tout de suite rétorqué par rapport à ces propos qui ne sont pas du tout les raisons pour lesquelles Monsieur Guimard va quitter les remparts, tout simplement. Voilà, donc j'avais dit à Madame Guimard que je ferais cette petite intervention pour corriger ses propos. Voilà, c'est fait. Visiblement, l'air de la montagne ne manque pas à Monsieur et Madame Guimard. Voilà. Alors, Basile, on va revenir donc au match de samedi. C'était une réception des Dracards de Caen, défaite 5-4. C'est amer, Ouais. non? C'est normal? Explique-nous. Normal. Bah, c'est les deux. En fait, c'est normal sur certains points, mais c'est amer sur d'autres. En fait, enfin, moi, mon sentiment, il était partagé à l'issue de ce match-là. Pour tout vous dire, moi, j'ai regardé les 2 premiers tiers le long de la balustrade, parce que j'aime bien effectivement être au ras de glace. Et j'étais avec l'illustre et le célèbre Philippe Maître, que vous connaissez Ouais, tous. ouais. Et puis à un moment donné, il y a Julien Allais qui est passé, pour ne pas le citer, ça va lui faire plaisir que j'en parle. Julien Allais qui est passé, et en fait, avec Philippe, on lui a dit mais le problème, Julien, c'est que tu es un peu un chat noir, parce que chaque fois que tu viens, à chaque fois, ils perdent. Et il a dit non, non, mais attendez, les gars, cette fois-ci, c'est pas pareil, etc. Je viens juste d'arriver, il y a 0-0. Bon, bah, ma foi, il faut forcer de constater Ouais. que ça fait 5-4 à la fin. Donc, D'accord. ma foi, je pense que Julien a quelques poisses dans ses poches et non pas de l'époisse, ce qui n'est pas pareil. Ce qu'il faut savoir simplement, là où ça m'agace un petit peu, et là où j'étais un peu amer, on va pas lui jeter la pierre parce qu'il a joué son rôle, mais c'est le gardien, Ronan Kemener,
qui a usé et abusé d'expérience. Quand je dis expérience, c'est plutôt du vice, on va dire, parce que il a, de mémoire, à 6 ou 7 reprises, fait bouger sa cage sur des shoots qui étaient un peu dangereux. En fait, il appuyait le bas de sa botte, le bas de son patin contre le poteau, de manière à faire sortir en fait à faire sortir comment ça s'appelle le petit picot en fait qui rentre dans la glace. Ouais, le téton de la glace, quoi. En quelque sorte. Et donc il le faisait en fait avec son patin. Il arrivait à faire sortir la cage du truc. Et donc il a dit à plusieurs fois à l'arbitre que il n'avait pas fait exprès, que c'était sorti, etc. Dans le premier tiers, ça lui est arrivé 2 ou 3 fois. Ouais, Et puis ensuite, ça lui est arrivé dans le tiers médian, de l'autre côté. Et donc l'arbitre est venu le voir enfin je pense en tout cas, en lui disant que ça pouvait pas arriver des deux côtés. Ou alors, et puis, alors, maintenant, est-ce que ça, c'est pas sanctionnable, justement, parce que c'est de l'anti-jeu pur et clair. Donc, de base, normalement, c'est sanctionnable. C'est 10 minutes, je crois, et il n'a rien reçu. C'est ça. Normalement, c'est sanctionnable. Après, sur le côté jeu pur et dur et entre guillemets, sur certains points, la supériorité cannaise, il n'y a rien à remettre en cause. Mais juste ça, j'ai trouvé ça un peu dérangeant parce que c'est un gardien d'expérience et là, il l'a fait au vice, quoi. Donc, j'ai trouvé ça dommage. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est de l'expérience mal placée. Ouais, après, je dirais qu'en fait, malheureusement, et si on est un peu cynique, il a raison de le faire, parce qu'il n'a pas été sanctionné. Donc, quand il sentait qu'il y avait un peu le feu. On dit pas vu, pas pris, mais là, en l'occurrence, il a été pris, mais il n'a pas été sanctionné. Donc, il a été vu, il a été pris, mais pas sanctionné, effectivement. Mais c'est vrai que, en tout cas, voilà, pour clore le sujet sur ce côté-là, à chaque fois qu'il a été en danger ou un peu mis sous pression par les attaquants tourangeaux, il en a allègrement profité et ça a permis des fois à ses défenseurs de se remettre un peu à l'endroit, à lui de gagner un peu de temps, de casser le rythme. Donc voilà, c'était un peu dommage de ce côté-là. Et je comptais quand même en parler parce que c'est vrai que Radglass, ça m'a agacé. Je pense que je ne suis pas le seul que ça a agacé. Je pense qu'on doit être plusieurs. L'évolution du score pendant le match, Basile? Un partout, fin de premier tiers. Un partout. Je dirais que un tiers assez équilibré quand même. Enfin, ouais, moi, je trouve équilibré. Un but de. Cannaise, je pense. Comment? Pour moi, à l'écran, petite domination cannaise quand même. En fait, sur beaucoup de points, il y a eu à chaque fois plusieurs parties dans chaque tiers. Et là, chacun a eu sa période de domination, plus ou moins forte. Hein, mais j'ai trouvé quand même relativement équilibré, même si effectivement, il y a 2 périodes assez distinctes dans ce premier tiers. Mais voilà, c'était un but de Koski de mémoire. Ouais. Donc un partout quand même. Vas-y, Florent. Un sacré but de Caen où l'attaquant dribble toute la défense et même le gardien tourangeau. C'était un but un peu frustrant parce qu'en fait, il intervient fin de tiers. Et ça doit être à 3 minutes de la fin du premier tiers, je crois. Quelque chose comme ça. J'ai plus la chronologie complète en tête, mais mémoire, c'est 3 minutes. C'est frustrant parce que les fins de tiers et les débuts de tiers, en tout cas sur ce match, n'ont été pas super bien gérés de la part des Tourangeaux. Et d'ailleurs, le but en tiers médian intervient au tout début du second tiers. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion en me disant ils ont encaissé 2 buts en 5-6 minutes, quelque chose comme ça. 5-6 minutes flottant sur le premier tiers médian. En temps compensé, quoi. Oui. Mais j'ai trouvé ça effectivement un peu dommage et un peu frustrant parce que ils ont un peu donné le bâton pour se faire battre sur ce tir médian. Donc c'est vraiment ça que j'ai trouvé dommage. Après un tir médian assez équilibré, les Tourangeaux, alors de mémoire, ils tapent sur le poteau une fois dans ce premier tiers et 2 fois dans le tir médian. Comment? Mathieu Butin qui tape une fois qui tape le poteau au tiers médian. Ouais. Et c'est là où en fait c'est un peu frustrant aussi parce que c'est vrai que on se dit quand même au hockey, arriver à la mettre sur le poteau sans que le gardien la touche, c'est quand même plus facile de la mettre dedans ou à côté que sur le poteau. Ma foi, c'est un peu le sort qui s'est acharné. Mais
Bon, ils sont quand même tombés sur un gros gardien, un Ronan Kemener. Je l'ai un peu tensé au démarrage, mais c'est quand même un gardien assez fort quand même de cette division. On le connaît bien, mais assez balèze quand même. Et Est-ce puis, qu'il y a eu 4 partout à un moment? non, Non, non. Tours a été derrière de toute façon. Ouais. Mais c'est là où c'est drôle parce qu'il faut quand même que je le dise. J'ai dit à Philippe, fin de deuxième tiers, j'ai dit à Philippe, on n'est pas parti pour un match où il y aura beaucoup de buts, ça risque d'être fermé. Ouais. J'ai bien fait de le dire parce qu'il y a eu 5-4. Donc je peux me permettre de constater ma propre erreur. Non, après, les Tourangeaux qui ont été un peu mis en difficulté parce que ça fait 4-1 de mémoire. Ça fait 4-1, ça fait 4-2 derrière. 5-2. Ça fait 5-2. Et puis derrière, les Tourangeaux, où on se dit ils vont baisser pavillon. Franchement, en bord de glace, on se dit bon, bah, c'est bon, là, c'est fini. À 5-2, ça va pas revenir. Et puis, avec des ressources qu'on pensait peut-être perdues et un peu inestimées, ils reviennent à 5-4. Et au moment où ils reviennent à 5-4, il y a un peu un vent de folie qui se fait. On se dit que finalement, ils sont à peu près capables de faire tout, quoi. Ils sont capables d'égaliser, même de gagner, parce que à ce moment-là, tout est possible. Et puis, les dernières minutes avec cage vide, où c'est pas super bien négocié, où ils ont un petit peu de mal à se mettre en place, à s'installer, où la défense canet joue bien le coup. Et puis, les Canets, chaque fois qu'ils sont en possession du palais, qui l'envoient directement dans la zone des Tourangeaux pour essayer de gagner un maximum de temps. Donc, ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ils auraient mérité une prolongation. Donc, ouais, Florentin, tu disais? On a même cru à un 6-4 pour Caen parce qu'avec une cage vide dans la dernière minute où l'attaquant canois Canet. Canet, pardon, rate la cage de quelques millimètres. On a même cru à un 6-4 et c'était définitivement mort. Mais après, il restait 50 secondes et Tourangeau ont poussé, mais mal négocié, comme disait Basile. Donc, demain soir, dernier match, on est d'accord? Ouais, face à Cholet. Face à Cholet. Ouais, face au Dog de Cholet. En déplacement dans la capitale des mouchoirs. Voilà. Nous allons conclure là cette page de hockey sur glace. Et après le jingle, nous parlerons basketball. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief avec Francis Leroux et ses chroniqueurs. Bon, eh bien, au hasard, je vais reprendre la parole parce que je n'ai pas entendu le jingle. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, vous les gars. Non. Donc, je vais reprendre la parole peut-être en ayant parlé sur le jingle, j'en sais trop rien. Alors, c'était dans la semaine, l'UTBM recevait Rueil. Un match qui s'annonçait bien jusqu'à le début du quatrième quart, puisque il y a eu plus 18 à la 33e minute. Le match a été gagné, 96-88, mais qu'est-ce qu'on a encore eu la trouille? Comme je disais, 33e minute, plus 18, 38e minute, moins 2. Donc, ça veut dire qu'en 5 minutes, il y a eu 20 points dans la tête, là. Comment est-ce que vous interprétez ça, vous, les gars? Comment est-ce qu'on interprète ça? Moi, je dirais la peur de gagner, même si on peut douter que ce soit exactement la peur de gagner, mais on se dit que c'est pas possible. Ils ont le match en main, ils ont les clés pour maîtriser la situation. L'équipe de Rueil, en l'occurrence, n'est pas spécialement dangereuse sur ce match-là. On se dit que de toute façon, l'UTBM peut faire ce qu'il a envie. Non pas que ce soit une maîtrise totale et comment dire, où il laisse que les miettes à Rueil, parce qu'il y a quand même match. Mais ils ont quand même un matelas confortable. Mais à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Et moi, je mets ça sur le compte de la peur de gagner. Je peux me tromper. Mais plus le temps passe et plus l'enjeu arrive. Oui, c'est ça.
il faut préciser quand même que notre éducateur second degré S basket avait quand même dit en début de 4e quart-temps, il y a que les Harlem Globetrotters pour remonter une telle situation. Bon, le côté S basket, finalement, on va peut-être le supprimer parce que c'était un pronostic, ou alors Orwell, c'est les Harlem, quoi, j'en sais rien. Mais bon, notre petit Bertrand Donnet à nous, il s'est un petit peu trompé là-dessus, non? Bah, disons qu'il a fait une toile, après ça arrive, mais Ouais. la problématique, c'est qu'en fait, déjà d'une au basket, un écart de 15-18 points, c'est assez fréquent que ça se remonte. Ouais. Bon, pas... en 5 minutes, c'est plus rare. Il faut dire qu'il y a eu. C'est une période où il y a eu un nombre de pertes de balles, mais vraiment, et dans tous les sens. Je pense à Romain Huget, le pauvre vieux, il en a perdu 3 de suite. Il savait plus. C'est comme si la balle lui brûlait les mains à ce moment-là, quoi. Il était en perdition, le jeune homme. Et puis après, il y a eu des tentatives de passe à l'intérieur entre Crayon et Olysse Meka. Bon, chacun y a mis du sien. Et total, je dis, de moins 18, de plus 18, ça fait moins 2. Donc, un différentiel de moins 20 dans les carreaux, c'est vraiment. Et puis là, vraiment, ils avaient, les visages étaient fermés. Monsieur Delépinay dans les tribunes avec Romain Régnard faisait grise mine. Voilà, quoi, c'était agaçant. Bon, et puis encore une fois, il y a le petit Marius qui a pris les clés du camion. Et lui, on a l'impression que tout lui passe au-dessus de la tête. Et il a pris les choses en main. Il a perforé encore une fois. Il a relancé la mécanique. Et puis finalement, bon, ça finit à plus 8. Mais on s'est fait peur. Bah, disons qu'en fait, le truc, c'est que quand on regarde bien, et après, je laisserai la parole à Florentin, quand on regarde bien, en fait, côté UTBM, ils sont tellement attendus parce qu'on n'arrête pas de répéter Pro B, Pro B. Et... Alors, pas forcément nous, mais disons que les suiveurs de l'UTBM, mais c'est normal, il y a de l'attente autour de cette équipe parce que tout le monde sent qu'on n'a jamais été aussi près. Tout le monde sent que Toulouse a flanché et là, aujourd'hui, on a notre destin entre les mains et que c'est même plus nécessaire de mettre un gros écart à Toulouse. Enfin, il y a plein de facteurs qui font qu'aujourd'hui, il y a un emballement, en fait, il y a un emballement autour de cette équipe. Et là, moi, je pense que sur le parquet, à ce moment-là, ils se disent plus 18, qu'est-ce qui peut nous arriver? Ça va, C'est ça. rouler, celui-là est dans notre poche. Et le problème, c'est qu'au départ, on loupe un shoot. En face, ça met dedans. Et on a vu d'ailleurs quelques paniers primés avec faute à la clé. Et en fait, on fait une faute par-ci, une faute par-là, on donne des fautes. Et puis après, ça vient à shooter les lancers francs. Et au départ, c'est 18, après c'est 15, après c'est 12, après c'est 6. Puis finalement, on se dit, mais merde, ils sont déjà revenus, quoi. Et c'est vrai que ils sont peut-être crus un tout petit peu trop dans le confort. Après, c'est vrai que c'est difficile d'envisager les choses autrement quand il y a 18. Mais après, tu le dis, tu l'as très bien dit, Francis. Marius, il a sauvé la patrie ce soir-là, quoi, parce que. Ça fait 2 fois, hein, parce qu'il l'a fait contre Vande, là il l'a fait contre Orwell. On va dire qu'il réveille les trompettes, quoi. Il met le coup de trompette pour réveiller tout le monde. En gros, c'est ça. Voilà. Mais j'ai. Après, il y avait... Oui, Florentin. Après, il y a Marius, ça nous a réveillés sur la fin du match, mais il y a aussi Fabien Ateba qui a marqué 27 points. Oui, non, mais encore une fois, le match, il est bien. Le match jusqu'à la 33e, il n'y a rien à dire, ils ont fait l'écart. Tous les gars ont apporté leur pierre à l'édifice, effectivement. Dans les stats, il y a Ateba 29 points, Ateba 27 déballes, Olysse Meka 9 rebonds, Doumbia 10 passes décisives. Voilà, et chacun a amené sa pierre à l'édifice, il n'y a pas de problème. Mais c'est cette décomposition à partir de la 33e là, jusqu'à la 38e, puisqu'ils ont refait surface pour les 2 dernières minutes. Mais à la limite, ils ont arrêté de jouer trop tôt, quoi. C'est ça, un match, c'est 40 minutes, faut absolument... parce que ça fait 3 matchs de suite à la maison, hein, les Sables, Vanves et donc Rueil, où c'est quand même chaud patate, quoi. Voilà, ils ont du mal. Alors, effectivement, c'est humain, hein, de se mettre la pression. Il ne faut pas oublier que les gars, ils n'ont peut-être jamais vécu cette situation de jouer une montée aussi serrée. J'en sais rien.
hein, je ne connais pas le palmarès de chacun, mais quand même, là, il faut savoir quand même que demain soir, ils reçoivent Angers. Angers qui va venir pour faire une perf, parce qu'on va appeler ça un derby. Les déplacements après, c'est Dax et Tarbes et Chaland. Donc voilà, hein, c'est du solide. Et la dernière réception, ça sera Toulouse. J'ai dit les choses un peu dans le désordre, mais on va dire que les 5 matchs qui arrivent, c'est loin d'être du pain béni. Voilà. Donc, à ceux qui voient déjà tout en Pro B, moi, je préfère dire, c'est loin d'être acquis. Voilà. Bah, mais je le moi, souhaite. Hein. Je le souhaite. Vas-y, Après, Florentin, vas-y. vas-y. Non, vas-y. Je disais, du coup, demain, on affronte Angers à domicile, mais en parallèle, il y a un Lorient-Toulouse qui peut peut-être nous sauver. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, Florentin. Faut voir c'est toi qui mets le ballon dans le cercle. Faut pas s'occuper des autres parce que moi, Toulouse, je les ai vus jouer contre Chaland là sur le Facebook Live. S'ils enchaînent quelques matchs comme ils ont fait contre Chaland, ils vont gagner des matchs en enfilade. Hein. Parce que les 2 défaites qu'ils ont eues de suite, là, c'est des défaites serrées quand même. Hein. Donc, c'est 1 point une fois ou 2. Et puis l'autre, c'est 4-5 points. Quoi. Je veux dire, c'est pas des déculottés. Hein. Donc, non, Toulouse va être dangereux jusqu'au bout. Ouais, après, avec des si, hein, on peut faire plein de choses, hein, comme je dirais, si ma tante, hein, Oui, tu connais la tête. je vois. Mais je dirais que sur la logique des choses, les Tourangeaux ont plus facilement une faculté à s'ajuster à plus fort et à s'ajuster à la hausse qu'arriver à ajuster le curseur à la baisse. Je m'explique, les Tourangeaux ont beaucoup plus de facilité à jouer contre des grosses équipes parce qu'ils savent qu'ils vont se faire rentrer dans la tête. Et là, ils savent que Angers, ils viennent pas pour trier des lentilles. Quand ils vont aller à Dax et à Tarbes, ils vont être attendus de pied ferme, donc ça, ils le savent. Et je dirais que dans ce contexte-là, vu qu'ils vont se faire bouger d'entrée de jeu, ça risque d'être. Alors, je dis pas qu'on va forcément gagner, hein, mais en termes de concentration, d'impact, d'envie, etc., du fait d'être concerné, ça va marcher dans tous les cas. Contre des équipes qui sont réputées plus faibles ou disons qui sont supposées plus faibles, ils ont beaucoup plus de mal en fait à venir s'ajuster parce que ces équipes-là, ils sentent pas forcément le danger que ça représente. Alors, ils savent pas qu'ils sont condescendants l'UTBM, mais c'est que ils savent pas où ils sont passés. Et quand ils mènent de plus 18, bon ils se disent que ça va être gagné quoi. Oui, c'est un scénario improbable qui s'est produit ce week-end, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais pas ce week-end, cette semaine. Là, ce que je veux dire, effectivement, les déplacements à Tarbes et à Dax, on peut se dire aussi que ces 2 équipes-là, leur championnat il est terminé. Voilà quoi, les gars, on s'en est rendu compte déjà avec Vanves et avec Urveil parce que les équipes en face étaient vraiment très 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 décontractées. Donc c'est ce qui fait aussi que tu joues mieux quand tu es très décontracté. Hein. Tu te poses pas de questions, voilà. Alors que Tours, effectivement, sur le money time de ce match contre Roy, s'est mis la pression bêtement toute seule. Et puis après, les gars sont dans le doute et ils savent plus jouer. Les statistiques, j'ai pour le capitaine qui est exemplaire. Hein, il fait 10 passes décisives, Doumbia. Par contre, il fait 5 sur 13 au shoot. Hein, donc voilà quoi. Mais pourtant, il a c'est pas dans ses habitudes de rater des shoots comme ça. Mais bon, voilà, la pression, c'est un élément sur lequel il faut vraiment compter. Il y a la pression, mais au final, il n'y a pas que la pression. Parce que quand tu regardes bien, en fait, des fois, c'est la peur de mal faire, c'est la peur de l'échec. Oui, mais on est d'accord, Basile. Mais tout ça, moi, j'englobe tout ça dans la pression parce que c'est la trouille de gagner, alors de bien faire. Non, tu n'as pas la trouille, mais la trouille de mal faire. Et puis, si bien que tu vas assurer une passe, et puis c'est là que tu la mets dans les bras de l'adversaire. Parce que c'est arrivé quelques fois. Quand tu regardes là sur les 2 derniers matchs, Pierre, à un moment donné, il cherche des solutions. Il se dit bon je vais tenter Marius, je vais tenter de remettre Alexis d'Argenton, je vais tenter et en fait à un moment donné il tente Bichard, il se dit ça va marcher et puis en fait ceux qui rentrent des fois lui donnent pas toujours satisfaction
Mais ce qui est normal, parce qu'il y a quand même une équipe en face. Et à ce moment-là, il se dit, bon, bah, finalement, je me suis peut-être trompé, alors il remet les autres. Et en fait, celui qui vient de rentrer et qui n'a pas apporté ce qu'il devait apporter, bah, il est un peu dans le doute et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que ça bascule très vite, mais comme beaucoup de sports qui jouent à la confiance, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, mais de manière très rapide. C'est ça, c'est ça. Bah, la preuve en est, c'est exactement ce qu'on a vécu parce que quand tu te mets hors de position, quand tu es à plus 18, bah, c'est quand même tellement dommage de te liquéfier comme ça s'est passé pour prendre 20 points dans le nez en 5 minutes. Voilà. Bon, encore une fois, heureusement, ils ont su retourner la situation, mais comme je le mettais en titre l'autre jour, arrêtez de nous faire peur, quoi. Bah oui, mais après, Voilà. ils doivent aimer le suspense, qu'est-ce que tu veux? Oui, oui, oui. Bon, en tout cas, l'UTBM recevra demain à Mot Conseil à 20h le voisin Angevin, pourvu que ça passe. Hein. Voilà. Et donc, nous allons conclure la page basket ici et nous allons parler athlétisme handicapé après ce jingle. Suivez le débriefing des rencontres sportives Tourangelle tous les lundis de 19h à 20h avec le grand débrief. Alors, nous avons reçu il y a environ un mois Guillaume Bonnet, coach de la section handi de l'A3 Tours, donc athlétisme, et également deux athlètes, deux jeunes filles, Tiffaine Soldé et Alice Mété. Elles étaient toutes les deux en meeting à Jesolo en Italie ce week-end. Elles ont fait le voyage avec leur coach. Alors, quand on en avait parlé, quand ils étaient nos invités il y a un mois, on avait évoqué les difficultés financières pour Guillaume quand il accompagnait les filles comme ça, qu'elles étaient sous la bannière nationale. Ou bon, il y avait toujours des difficultés parce que l'argent ne coule pas à flot dans ces sections-là. Là, Guillaume m'a dit que ces frais avaient été pris en compte par la Ligue du Centre Handi. Donc, il n'avait rien déboursé, en gros, c'est ce que j'ai compris, en termes de frais de voyage et d'hébergement et de repas, etc. Voilà. Donc, pour en revenir aux performances, Tiffaine elle a gagné le concours de la longueur avec 4,70 m. Il faut se souvenir que son record personnel est à 4,84 m. Et donc, c'était en quelque sorte plus ou moins une compétition de reprise. Elle était également alignée sur le 200 mètres. Alors, sur le 200 mètres, en compétition officielle, c'était sa première course depuis 2019. Cette fois-là, elle avait réalisé un chrono de 31,74 avec un vent favorable de 1,2 mètres seconde. Et là, ce week-end, elle a battu ce record en 31,51 avec un vent défavorable de 1,50 m, 1,50 m seconde. Voilà, mais défavorable. Alors, je rappelle le handicap de. Oui. Et juste ça, Oui. ça c'est une compétition de reprise. Donc, dans Oui. une compétition de reprise, elle va plus vite contre le vent. Ouais, mais c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, Basile. Tu vois, on est en 2021, c'était en 2019. Ah, mais c'est quand même donc, elle a travaillé. C'est Francis, il s'est trompé parce que c'est pas une compétition de reprise puisqu'il y a 15 jours. Oui, elles ont fait Maison Alfort. Mais je veux dire, c'est justement dans une période de reprise. Il y a eu Maison Alfort, on est d'accord, mais en termes de compétition, puisqu'elle n'avait pas couru de 200 mètres depuis 2019. C'est ça ce que mes arguments vont vers ça. Donc, alors, pour rappeler le handicap de Tiffaine, elle a le même handicap que Marie-Amélie Le Fur, c'est-à-dire qu'elle court avec une spatule. Hein. Donc, voilà, donc 31,51, effectivement, quand on se base sur les chronos des femmes qui sont avec toutes leurs capacités, évidemment, les chronos ne sont pas les mêmes, mais il faut se souvenir quand même que ces deux jeunes filles ont 19 et 20 ans, ou 18 et 19, je ne sais plus trop, mais je crois que c'est 19 et 20. Voilà. Alors ça, c'était les résultats de Tiffaine Soldé. Pour Alice Mété, dont son handicap, elle, c'est de la déficience visuelle, elle était engagée sur le 400 mètres. Elle a terminé deuxième de sa course avec un chrono proche de sa meilleure perf établie il y a 15 jours justement à Maison Alfort en 65,59.
Donc, bravo à ces deux demoiselles qui vont arriver en forme optimale, on l'espère, prochainement, à moins qu'elles s'y considèrent déjà. Voilà, quoi, c'est de bon augure, visiblement. Je les ai eus, quand j'ai eu Guillaume Bonnet en ligne tout à l'heure, quand ils étaient sur le chemin du retour. Il m'a dit, quoi, visiblement, ils étaient contents tous les trois. Et ça laisse prévoir de belles choses. Voilà, on va dire ça comme ça. Disons que si là, elles ne sont pas en forme, qu'est-ce que ça va être quand elles vont être en forme? Oui, ben justement, comme voilà, j'ai parlé avec Guillaume et puis vite fait parce qu'il était quand même au volant. Bon, il était avec le Bluetooth, mais enfin bon, voilà. Et je n'ai pas discuté avec les deux jeunes filles, mais j'ai eu un message après qui m'expliquait leur perf. Et voilà ce qu'il en est, quoi. Voilà, ben, je vais conclure là la page athlétisme. Nous allons, après ce jingle, parler de tennis de table. Ah, pas de jingle. On n'entend pas. Il est en grève, Guillaume. Ouais, Guillaume, je ne sais pas. Bon, eh bien, je vais enchaîner. Je vais enchaîner. Alors, la 4S se déplaçait à Roanne en milieu de semaine. Défaite de 3. Ouais. Francis, il y a Guillaume qui nous suit et qui a Guillaume Bonnet qui a interagi. Oui. Guillaume, il a dit elles sont en forme optimale prévue fin mai pour les championnats d'Europe et donc pas tout à fait en forme. Donc fin mai, rangez tout parce qu'il va y avoir des records. Ouais, c'est ça. Ouais. Le 400 va descendre à 55 secondes et le 200 mètres, déjà la longueur, ça va passer à 5,50 peut-être. Et puis le 200 mètres va descendre à 23 secondes. Ça va claquer sur record. Hein. Je dis certainement des bêtises. Mais bon. Non, mais c'est top. C'est top. Voilà. Donc, je reviens au tennis de table. La 4S se déplaçait à Roanne dans la semaine. Défaite 3-1. C'est ça, Florentin? Ouais. Vas-y, explique-nous comment ça s'est passé. Donc, la 4S 6e ex-aequo allait à Roanne, qui était 4e du championnat. Défaite 3-1 des 4esiens. Donc, le premier match opposait Diaou, côté Roanne, 55e, contre Gorak, 39e. Gorak, le Tourangeau, perd 3-7 à 0, 11-8, 11-8, 11-5. Le deuxième match opposait Allegro, 29e, côté Roanne, contre Miral Massi, 105e mondial, enfin 105e pour Tours. Pas mondial, français. Ouais, français. Où là aussi, le Miral Massi, le Tourangeau, perd en 3-7, 11-2, 11-2, 11-6. Lilian Bardet, le Tourangeau, 79e, affronté Désé, 47e, où là, Bardet redresse la barre en gagnant en 4-7, 11-6. Ensuite, le deuxième set, il perd 11-8 et il gagne le troisième et le quatrième set, 11-6, 11-3. Donc là, on se dit que Bardet redonne un peu espoir à la 4S. Il redonne un coup de pédale surtout. Comment ? Il redonne un coup de pédale. Et puis, le quatrième match opposé Allegro face à Gorak. Et Gorak perd en 4-7, 11-6. Après, il gagne 11-9 le deuxième set. Puis il perd le troisième et quatrième set, 11-4, 11-7. Donc là, moi, prochain match. J'avais vu le match aller à la 4S, moi, je me souviens. Et déjà la Roanne avait gagné à Tours. Vas-y, Florentin, enchaîne. Tu as d'autres informations à nous donner? Alors, la 4S. Oui, vas-y. La 4S recevra Argentan dans le 15 mai. Le 15 ou le 16 mai. Et au classement, la 4S est 6e. Alors, recevra Argentan le 15 ou le 16 mai, mais recevra aussi Metz le 18 mai, normalement. Oui. Ça, c'est dans pour Metz, c'est
on va dire, le calendrier normal, alors que le match contre Argentan est un match replacé suite comment dire, à un match remis à cause de la condition sanitaire. Voilà. Tu as autre chose à nous apprendre, Florentin? Oui, sur tous les sports. Donc, on va continuer avec le tennis de table. On connaît les nouveaux joueurs à la 4S pour la saison prochaine. Donc, il y aura toujours Lilian Bardet qui prolonge. Et de nouvelles arrivées à la 4S avec Enzo Angles, qui est un des meilleurs performeurs français de Pro A cette saison, qui est dans l'équipe du Loire Nord Tennis de table dans le 42, ainsi qu'un Ukrainien, Ivan Prichepa. Ah bah, si tu ne sais pas, pourquoi le dire? Voilà. Numéro 2 ukrainien et numéro 120e mondial qui rejoint la 4S. Donc on peut supposer que Gorak, Miralmassi et Desbruyères ne seront plus là la saison prochaine. Alors, là, je pense que non, là, tu t'avances tout seul. Gorak, c'est possible. Desbruyères, à mon avis, il sera toujours là puisque sa vie est à Tours. Il travaille à Tours. Donc, lui, il fera ce qu'il faisait cette année, c'est-à-dire qu'il fera éventuellement 4e joueur en jouant quelques rencontres. Après, pour Gorak et Miralmassi, bon, bah, ça, effectivement, on verra. Mais pour l'instant, on ne va rien annoncer parce qu'on ne sait pas quels sont les objectifs de la 4S par rapport à la saison prochaine. Sur le communiqué, ils veulent monter en Pro l'année prochaine. Oui, donc voilà, donc ça veut effectivement dire peut-être que Gorak restera. Hein. Voilà, pourquoi pas. Comment s'appelle l'Ukrainien alors du coup? Ouais. D'accord. Vas-y, parle-nous d'autre chose, parce que là, c'est ta page, là, tu vas transpirer, mais tant pis, c'est ton tour. Donc, on va partir au Chambray-Touraine Handball, où Sophia Ferry s'est blessée pour la fin de saison. Donc, sa remplaçante, donc un joker médical, ça s'appelle Chloé Roueland de Bouillargues Hand Nîmes Métropole, qui évolue en D2. Alors, essaye de nous la refaire sans bégayer. Alors, Sophia Ferry, qui est blessée jusqu'à la fin de saison, est remplacée par un joker médical se nommant Chloé Roueland du Bouillargues Handball. Et t'as qu'à dire qu'elle vient de Nîmes, et puis c'est tout. Voilà, elle vient de Nîmes, c'est bon. Évoluant en D2. Ouais. Alors, c'est pas le même gabarit. Hein. Ça n'a rien à voir avec Sophia Ferry. Hein. Ouais. C'est ça. Elle est plus trapue. Et puis elle est plus petite surtout. Oui, bah oui, c'est ça. Elle est plus top. Elle doit faire 1,73 ou 1,76. Ou 1,71, voilà. Donc voilà. On va partir au foot. Un tournoi en hommage à Thomas Rodriguez, un jeune qui était avant U18, qui est décédé. Oui, mais de quel club? Du Tour FC. Ah bon. Va se dérouler le samedi 7 août en pré-saison. Donc il y aura 5 équipes de National 3 et 5 équipes de U19 National. Et nous connaissons déjà 3 équipes de National 3, donc le Tour FC, avec l'AOCC et le FC Montlouis. Donc ça promet des beaux derbies. Alors, on va faire une petite aparté par rapport à ça. Thomas Rodriguez, nous avons vécu de près ce malheureux événement il y a 2 ans. Nous lui rendons un petit hommage ce soir en parlant de ce tournoi qui aura lieu que début août. Mais bon, on voulait le faire parce que c'est important. Et le Tour FC, en organisant ce tournoi, fait là un geste très… on va dire normal, mais bien évidemment que ça semble normal de faire des choses comme ça, mais c'est bien de rendre hommage à ce jeune homme qui était un espoir du football départemental, certainement supérieur d'ailleurs. Mais enfin bon, ça, malheureusement, c'est comme ça, quoi. Voilà. Vas-y, Florent. Par son entraîneur Frédéric Voisin,
ainsi que le parrain du tournoi, Florentin Bloch, qui, s'il me regarde, je lui fais un petit coucou. Alors, attends, je fais un petit rectificatif. J'ai dit il y a 2 ans. En fait, Guillaume me corrige en mettant que c'était en mars 2018. Donc, ça fait 3 ans. Ouais. Voilà. Maintenant, nous partons au TVB, où la saison s'est achevée samedi dernier. Mais on connaît maintenant le remplaçant de Hubert Hainaut. Hubert Hainaut qui part à Nantes la saison prochaine. Son remplaçant s'appelle Marcelo Francowiak. Francowiak. Donc c'est un Brésilien. Il a déjà entraîné des équipes au Brésil, en Russie, en Italie. Et puis là, il vient de quitter une équipe en Pologne. Donc je pense que c'est une bonne pioche pour le TVB. Bon, si tu le penses, c'est tant mieux alors. Et le TVB sera européen l'année prochaine grâce à la victoire de Cannes contre Cambrai. Donc Cannes qui a gagné au match aller 3-1 et match retour 3-2. Le TVB sera en Challenge Cup l'année prochaine. C'est ça. D'accord. Challenge Cup qui correspond à quoi, la Challenge Cup? La Ligue Europa pour le foot. Voilà, grosso modo, c'est ça. La Coupe Intertoto. Simplement, sur l'arrivée de Francowiak, c'est déjà saluer le travail qui a été fait par Hubert Hainaut. Voilà, moi je suis d'accord avec ça. Ouais. Saluer son travail parce que il a quand même une tâche extrêmement difficile, celle d'entraîner l'un des plus gros clubs français, si ce n'est le plus gros club français, si on est un peu plus chauvin. Une tâche extrêmement difficile parce que c'est un poste avec énormément de pression, une pression qu'il avait connue en tant que joueur, moins celle d'entraîneur, puisque nouvellement arrivé dans cette fonction. C'est aussi un homme qui avait le sens des engagements et qui, je pense, a été extrêmement frustré de ne pas pouvoir s'exprimer en play-off. Il n'a pas pu le faire l'année dernière pour les raisons que l'on connaît. Il n'a pas pu le faire cette année non plus. Et donc, pour d'autres raisons. Trop peu, voilà, pour d'autres raisons. Et je pense qu'il aura à cœur de démontrer sa qualité et ses qualités avec sa prochaine formation. Donc, en tout cas, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour lui souhaiter le meilleur dans cette nouvelle aventure. Et puis, on aura plaisir à le voir à Tours, bien évidemment. Puis surtout que c'était sa première expérience en tant qu'entraîneur et prendre directement le Tour volleyball, c'est jamais possible. C'est un peu comme certains coachs type Zinedine Zidane, par exemple, si on compare avec le football, quand il prend le Real Madrid, alors dans une dimension un petit peu moindre quand même, mais on peut comparer ça un peu en termes d'expérience et de vécu. Et c'est extrêmement compliqué parce que les attentes sont énormes et il faut arriver à se mettre dans la peau du coach et après arriver à jongler avec les égos des joueurs, etc. Donc, c'est pas forcément quelque chose de simple. Et puis, j'espère qu'il y arrivera malgré tout, parce que à mon sens, il a toutes les qualités requises. Après, pour aller dans le sens de Florentin, sur Francowiak, c'est vrai que c'est un autre type de cartouche. C'est un peu une expérience à la Vladimir Alekno pour les plus anciens, ou à Mauricio Paes, par exemple. C'est des coachs qui ont du vécu, une certaine expérience. Et c'est vrai que déjà d'une, il va amener l'expérience qu'il a acquise dans d'autres championnats. Et puis, il va amener aussi un style de jeu et un réseau de joueurs. Ça aussi, c'est important pour reconstruire pour l'année prochaine. Parce que lui, il a des joueurs avec qui il aime travailler, des styles de joueurs avec qui il aime travailler. Et ça va donner une certaine tonalité ou une certaine note à ce TVB. Il va y avoir une patte particulière. Une patte brésilienne, ça. Oui, qui était déjà pas mal ancrée à tout. Elle était déjà présente. Voilà. Après, tu parlais, Basile, de revoir Hubert Hainaut à la salle Grenon. C'est pas si sûr, puisque de mémoire, Nantes est relégué en deuxième division. Ils ont terminé 13e sur 14. Et de mémoire, c'est les deux derniers qui descendent.
Je me dis que si l'histoire est bien faite, on les retrouvera en quelque chose. En Coupe de Si France. l'histoire est bien faite, voilà, en Coupe de France ou autre, ou en match amical de pré-saison. Mais si l'histoire est bien faite, on le retrouvera. On espère. Donc, pour revenir, un petit mot de kayak, de canoë-kayak, où Célia Jodard du club de Vénier est qualifiée pour les JO de Tokyo, puisqu'elle a gagné, elle a terminé première de la Pyrénées Cup et il fallait terminer dans les 2 premiers. Donc, Jodard est qualifiée pour les JO de Tokyo. Mais Alors, j'essaierai de la contacter pour qu'elle soit notre invitée pour tout prochainement. Là. Peut-être lundi prochain ou le lundi d'après, on verra, ça sera en fonction de ses disponibilités. Mais si on peut l'avoir, parce que quand même, une qualif au JO, ça mérite un flash intéressant. On espère qu'ils vont pouvoir se dérouler sur tous les JO. Oui, il y a ça aussi. Mais par contre, quant à lui, Terence Benjamin Saramandif, qui est lui aussi du club de Vigny, n'a pas pu se qualifier car il a fini 3e. C'était les 2 premières places qualificatives pour les JO. Il a fini 3e derrière 2 frères sénégalais. Donc, il n'a pas pu se qualifier pour les JO. Mais son objectif est Paris 2024 puisqu'il a que 19 ans. Voilà. T'as fini, Voilà. Florentin? Tout à fait. Ah, ben bien, hein, t'as vu, au fur et à mesure que tu avances dans l'heure, tu bégayes moins. C'est bien. C'est bien. Certes. Hein, son idole Robert Chapat, il va finir par lui arriver sur les talons. Quoi. Par procuration. Et il croit que c'est un chanteur, Robert Chapat. Ouais, oui, c'est ça. Il a fait un duo avec Maître Gims, qui ira voir sur Internet. Bien, nous allons conclure alors là cette émission du lundi 19 avril. Oui, Basile. Moi, j'ai 2 petites infos. La première, vas-y. La première, c'est Guillaume Bonnet qui disait justement en termes de perf, parce que nous, on s'est un peu emballé, on a raconté n'importe quoi. Mais lui, il donne des éléments. Quand même. Il donne des éléments un peu plus concrets, un peu plus factuels. Ils espèrent 5 mètres à la longueur. Et tu n'étais pas si loin, 63 secondes aux 400 mètres. Ouais. Ah, tu veux dire, on a dit des énormités dans mes pronostics, en fait, puisque c'est moi qui les ai sortis. Ouais. Oui, c'était dans les pronostics, je pensais que c'était dans les résultats, où j'étais, ça me dérange un peu plus. D'accord. Non, pas dans les résultats, non, dans les pronostics. D'accord. Et puis on a le bonjour du coach de l'US Tour, Choco Vélez, qui nous fait un petit salut, et on le salue nous aussi. Choco, donc Sébastien Vélez, qui est en plein travail pour la saison prochaine. L'UST qui recherche des joueurs activement. Donc, si Florentin, tu as envie de te frotter un peu. On m'a dit que, de sources sûres, on m'a dit que Sébastien Vélez s'orientait vers la danse classique. Je voudrais savoir si c'est vrai ou si c'est. Voilà. Non, tu n'as pas cette info-là. Peut-être qu'il va nous répondre. Il va peut-être nous répondre. Premièrement, ça demande à être vérifié. Et deuxièmement, moi, j'aimerais en tout cas que tu lui dises directement face à face. Ouais, mais il a entendu. Bon, on va arrêter là. Messieurs, merci. Merci Basile, merci Florentin, merci Guillaume à la technique. Merci à Guillaume Bonnet aussi de nous avoir répondu du tac au tac sur nos interventions et donc par le biais des siennes. Lundi prochain, nous aurons normalement plus d'informations puisqu'il devrait y avoir un petit peu plus de sport le week-end prochain, non? Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Je ne sais pas. Un match des Remparts. Ouais, tiens, et tu devais pas nous annoncer le programme de la semaine, toi? L'agenda, avec plaisir. Eh ben, vas-y. Donc, il y a demain le match des Remparts qui se déplace chez les Dogs de Cholet. De Tollet. Et au basket, où l'UTBM reçoit demain Angers et se déplace à Tarbes vendredi. Voilà. Bon. C'est bon? Oui. Allez, tant mieux. Bien, salut tout le monde. À lundi prochain et nous vous souhaitons une très bonne semaine. Salut tout le monde.